Faire le point sur les 6 premiers mois là, au niveau des explorations urbex. Ouais, j'ai planning devant là, j'avais pensé pour là, on arrive vers l'été là. J'aimerais qu'on fasse un gros projet, un truc sur un site historique un peu. Tu voudrais mélanger urbex et site historique? Ouais, repartir sur ce format-là. Ouais. Est-ce que vous avez des idées de lieux? Justement, j'avais vu un truc, c'est la ligne Maginot. Ah oui, mais la ligne Maginot, on l'a faite il y a 2 ans et demi. C'est vrai que t'étais pas là, toi. Oui, je trouvais pas des... Attends, parce qu'à Maginot, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec les patrimoines historiques Première Guerre mondiale. Et moi, j'ai entendu parler le Ravin du Loup. C'est un super complexe de bunkers qui est pas très loin d'ici, à peu près 25 minutes. Et en gros, c'est un gros complexe de bunkers que les nazis ont édifié pour leur fureur. Il y aura des super photos, vidéos. Pour moi, ça peut être un super projet. Ça allie les deux. C'est intéressant. On peut partir là-dessus. C'est un complexe de commandement avec plein de bunkers. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je pense qu'il a une histoire à nous raconter. Ok. Vous êtes chaud pour y aller, les gars? Carrément, ouais. Ça 20 minutes. Ok, allez. Eh ben, allez, on y va, les gars. gars. La GoPro? Ouais. Tiens. Tu conduis? Ouais. Viens, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau type de contenu, j'espère que ça vous plaira. C'est une nouvelle façon pour nous de vous présenter, de vous faire découvrir des lieux et des histoires. Donc aujourd'hui je me trouve au camp de Margival. J'ai rendez-vous avec Didier pour découvrir ce lieu qu'on peut déjà apercevoir unique et méconnu en France. À la merci des pilleurs parce que dedans il y avait du cuivre, il y avait plein de choses à piquer. Et donc Didier a créé une association pour le sauvegarder, le préserver, le faire partager et raconter son histoire qui n'est, comme je vous dis, pas écrite dans les livres d'histoire. On va le retrouver, je vous invite à me suivre dans cette première aventure. Allez, dire qu'avant on pouvait monter en haut. Hein. Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous recevoir. De rien. Est-ce qu'avant de lancer cette aventure, tu pourrais te présenter toi et un peu l'association qui gère ce site? Je m'appelle Didier Ledé, je suis président et fondateur de l'association SW2. Association qui aujourd'hui en 2025 fête ses 20 ans. D'accord. Les premières visites que j'ai organisées, c'était le 17 et 18 septembre 2005 pour les Journées du patrimoine. Donc c'est bientôt. C'est bientôt, voilà. Site à l'époque, tu passais devant ces bâtiments-là sans les voir parce que la forêt avait complètement tout envahi. J'imagine. Parce que là, c'est limite, c'est entretenu. Maintenant, on est une vingtaine de bénévoles, des nouveaux qui viennent d'arriver là récemment, et donc on entretient le site, toute la partie que l'on fait visiter, de manière à ce que les visiteurs aient un cadre agréable à visiter. Du coup, là, on est devant une statue. Si tu peux nous en parler un peu. Ce mémorial a été construit par l'association en partenariat avec le lycée des métiers du fer Léonard de Vinci de Soissons. Ce mémorial est à la mémoire des travailleurs forcés du STO. Oui, Voilà. STO qui ont été 90% des travailleurs pour la construction du site. Début de notre aventure, on a voulu mettre à l'honneur ces gens-là. C'est eux qui ont construit tous ces bunkers. Ça n'a pas été fait d'origine. Ça n'a pas été fait d'origine. La guerre, ces gens-là, on les a complètement oubliés parce qu'il fallait mettre à l'honneur la résistance française. Qui avait été envoyé ou qui avait travaillé pour les Allemands, était un peu la honte de la France. Après-guerre, on les a appelés les cocus, les collabos des nazis. Donc ils ont enfoui dans leur mémoire cette histoire. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir pu les mettre à l'honneur parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont été vendus par le gouvernement de Vichy à l'Allemagne nazie. Parce que quelque part, ils n'avaient pas le choix. C'était pas travailler, pas manger. Donc soit tu travaillais pour les Allemands en France, soit tu étais déporté de force en Allemagne. 150 000 travailleurs forcés qui sont morts en Allemagne, soit lors des bombardements, soit dans les camps de concentration car accusés de sabotage. Parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas comme aujourd'hui, j'imagine. Non, à l'époque, l'organisation TOT, c'était des journées de 12 heures. Travail à mi-temps, mais 12 heures par jour. Donc ce mémorial est à la mémoire et on a eu deux STO qui sont venus l'inaugurer. D'accord. Un qui avait 100 ans et l'autre 93 ans. Et famille de STO qui nous ont dit merci d'avoir mis l'histoire de papa à l'honneur. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé ça secret. Dernière semaine de sa vie, qu'il a sorti les courriers, les informations qui nous en a parlé. Parce qu'ils avaient encore honte d'avoir été travailleurs forcés.
quelque part, on comprend pourquoi couler dans l'oubli alors. Voilà. Alors ça symbolise un travailleur qui a été enfermé dans une structure de fer à béton, coulé dans un bloc de béton armé, bien, ça symbolise un bunker. Ce pauvre STO qui nous dit enfin, enfin. Histoire de leur rendre hommage en quelque sorte. Voilà. En quelques chiffres, le camp de Margival, ça représente quoi à peu près? Alors le camp de Margival, en quelques chiffres, c'est 250 000 m3 de béton. Donc ça représente 48 000 tonnes d'acier, 28 000 tonnes de ciment, 350 000 tonnes de cailloux, des milliers de kilomètres de fils électriques, de tuyaux. Voilà, c'est 22 000 ouvriers sur 18 mois. Et tout ça payé par la France, puisque ça a été payé avec les dommages d'occupation que l'État français devait verser à l'Allemagne. Donc la France versait des sous à l'Allemagne qui payait les ouvriers. Chaque jour, la France versait 200 millions de francs à l'Allemagne pour droit d'occupation. On avait perdu la guerre, on était occupé, mais on devait nourrir, loger et chauffer l'armée allemande. 200 millions. Donc l'armée allemande s'est retrouvée, l'État allemand s'est retrouvé avec des montagnes de billets banques français. J'imagine. Voilà. Et donc elle a réinjecté cet argent-monnaie dans la construction du mur de l'Atlantique et du W2. Ça a permis à l'État français de ne pas se retrouver en faillite. En 18 mois. 18 mois. Un record pour l'époque, j'imagine. Voilà. Un record aussi bien en technologie qu'en infrastructure, en tout, quoi. Bon, je pense qu'on va commencer par le plus gros, le bunker de l'OTAN. Voilà, c'est ça. Voilà. On va aller voir le plus grand qui fait 113 mètres de long. Très bien, c'est parfait. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Alors là, dans le périmètre du quartier général d'Adolf Hitler, on se trouve devant le bunker numéro 5. D'accord. C'est le centre de transmission et de commandement du W2. C'est le plus grand bunker du site. Du site? Ouais. Il fait 113 mètres de long. Il est construit en deux parties. La façade avant, ce sont des bureaux, des chambrées et des installations électriques. Et derrière, on a les gros bunkers antiaériens où là, on a tout le matériel de transmission ultra sensible, protégé par 4 mètres de béton armé. 4 mètres de béton, d'accord. Et on va aller visiter un des 4 bunkers antiaériens. Alors, il a une forme un peu spéciale parce que les gens se disent, mais pourquoi il est arrondi? C'est vrai Parce qu'il qu'il épouse la forme du terrain. pour pas Voilà. qu'il y ait une discontinuité. Voilà. D'accord. Oui. C'est sur une vue aérienne, il y aurait eu une ligne droite sur une terre courbée, ça aurait été suspect. Tandis que là, il s'intègre dans la forme du terrain. Je vois, il y a trois grosses sorties là-bas. Alors les gros tuyaux que l'on voit là-bas, ce n'est pas d'époque allemande, c'est de l'époque de l'OTAN, lorsque ce bâtiment va être transformé en centre de transmission ultra secret de 1952 à 1966. Le matériel de transmission de l'époque chauffe, donc ils sont obligés de climatiser les bunkers. Donc là, ils vont installer des climatiseurs. D'accord. De manière à réfrigérer les bunkers, parce qu'un ancien de l'OTAN me disait que sans clim, il faisait 50 degrés dans les bunkers. Bunker de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite bunker de l'OTAN. Voilà, mais toujours dans le système de transmission, puisque c'est d'ici que 2500 Il connexions aura toujours le téléphoniques, même métier de transmission. toujours de transmission. On va réutiliser le réseau téléphonique allemand pour l'OTAN. Pourquoi reconstruire quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne très bien? Puis il s'intègre parfaitement au Hawaï. Là, on est vraiment à flanc de colline. Donc, à l'époque, il n'y a pas de forêt. Cette forêt-là poussait après le départ de l'armée en 1994. Et donc, avec des filets de camouflage, on l'intègre dans le mouvement du terrain. On va pénétrer dans l'abri antiaérien qu'on appelle un Luftschutzbunker. Là, on a 4 mètres de béton armé. Ouais, quand même. Voilà. Ici, c'est 60 cm. Là, 4 mètres de béton armé. Avec un escalier qui évite la pénétration rapide d'un ennemi. Il doit monter l'escalier avec son bardage, donc il perd du temps. Tu ne peux pas tirer directement Oui, dans le tu couloir. dois lever la tête, donc on te voit et... Voilà. Et en plus, le bunker, le couloir est débouchant, donc ça évite aussi les effets de surpression en cas d'explosion. Si tu jettes une grenade à l'intérieur, le sou va ressortir de l'autre côté. Tu n'auras pas un effet de surpression dans le sas. C'est rudimentaire, mais ça marche très bien. Le plafond, c'est un escalier inversé. On appelle ça un plafond en redent. Pourquoi? C'est pour éviter les ricochets. Ça veut dire que si le plafond était incliné, tu tires dans le plafond, la balle va rentrer. Tandis que là, elle va s'écraser sur une surface plane. Ah, ils avaient tout prévu. C'est tout prévu. Là, on pénètre dans le sas anti-gaz. Première porte blindée, à 4 cm d'épaisseur, 800 kg. D'accord, c'était... Ah oui, oui. Là, lorsque ces portes-là sont fermées, le bunker est étanche à toute pénétration de gaz toxique. Donc là, on est dans le cœur de la bête. Voilà, le cœur de la bête. Alors, il faut imaginer que ce bunker, c'est un centre de transmission. Donc,
À l'époque allemande, tous les murs seront couverts soit de lambris de bois, soit de contreplaqué. Pour faire quoi ça? C'est pour éviter la résonance. On pénètre à l'intérieur d'un bunker. Et là, il faut imaginer le long de ces murs, il y a des alignements d'appareils de transmission, des standards téléphoniques, des amplificateurs, des choses comme ça. Au bout, on a un WC et une salle de ventilation. Le bunker, chaque bunker est autonome. Ça veut dire qu'il a sa salle de ventilation, il a ses points d'eau, il a ses chauffages. S'il y a un bunker qui lâche, ils ne sont pas impactés. Ils ne sont pas impactés. Alors, chaque bunker est indépendant. C'est qu'Adolf Hitler a fait inspecter la ligne Maginot lorsque nous avons perdu la guerre en 1940. Et il a découvert les points forts, les points faibles. Les points forts, c'est bunker enterré à forte profondeur. Les points faibles, les entrées de plein pied. Et les Allemands avaient trouvé une technique, il suffisait simplement de bombarder les entrées pour les boucher. Oui, du coup, on peut plus sortir. Ah, on va les rentrer. Un bunker sans défense extérieure, c'est un piège à coup. Les gars, ils vont. Ici, l'OTAN avait prévu de rénover pour faire un système anti-nucléaire. Les bunkers résistent à une explosion nucléaire. D'accord. Mais le problème, c'est que le béton n'est pas assez dense pour résister aux effets de radiation. Et en particulier, il s'est fait bombarder. Jamais. Le site n'a jamais été bombardé. Jamais. Il y a des mêmes reconnaissances d'aviation. Les Anglais, dès 1943, savent qu'ils ont construit quelque chose ici. En 1944, ils vont faire des photographies que je te présenterai. Mais le site n'est jamais bombardé parce qu'ils savent que c'est un quartier général et il n'a d'intérêt que si Hitler est là. La résistance aux alentours prévient qu'il y a des mouvements de troupes, des choses comme ça. Ils ne savent pas si lui il est là en particulier. Ils ne savent pas s'il est là. Parce que c'est la cible numéro 1. Voilà. Lorsqu'il est venu, on visitera son bunker tout à l'heure, lorsqu'il est venu sans prévenir personne. Les pour laisser le secret pour que. Voilà, il faut que ça reste ultra secret. Lorsqu'il est venu, les Alliés avaient été mis au courant. En quelques minutes, tous les avions qu'il y avait en Normandie auraient priorité à venir bombarder le site. Ah oui, ça aurait été l'objectif numéro 1. Voilà. Donc après la guerre, lorsque l'OTAN va moderniser ce bunker, après le départ de l'OTAN en 1966, ici il faut savoir que jusqu'en 1994, ce bâtiment était rempli d'armoires électriques, d'armoires de transmission, des choses comme ça. Tout va être ferraillé. Voilà. Ouais. C'est les ferrailleurs qui vont tout évacuer. Ce sont des milliards de dollars qui vont être investis dans la modernisation du bunker. Oui, puis après, je sens que l'État a laissé tomber le. Voilà, en 1994, en plus, l'État met en vente le site. En même temps, c'est retiré, mais ils auraient pu garder un point d'appui. Parce que. Même si il y a un frappé entre guillemets. Le NATO 2 a été créé pour protéger le Rhin, pour surveiller le Rhin. En 1966, la France quitte l'OTAN. Le général de Gaulle dit merci des Américains, vous nous avez aidés pour la libération, tout ça. Mais maintenant, on est une grande fille. On a la bombe atomique, on a notre premier sous-marin nucléaire tactique. Voilà. Oui, il a quitté l'OTAN. Et l'OTAN va évacuer nous et vont aller s'installer dans une carrière souterraine en Belgique. Essayer de le conserver. Alors, après le départ de l'OTAN, l'armée française récupère les installations. Et jusqu'en 1994, c'est l'armée française qui va être ici. Et c'était quoi, ils en ont fait quoi? Alors, ils en ont fait un centre d'entraînement commando. Et ce bâtiment-là a été utilisé comme lieu de stockage de casernement. Mais les gros bunkers anti-aériens n'ont jamais été réutilisés par l'armée française. Ils sont tombés à l'abandon. Donc, les boiseries ont pourri. Les grosses armoires de transmission. Je pense qu'il y a aussi des gens de mauvaise intention qui sont introduits, qui ont coûté 2-3 trucs. Alors, l'armée française a été obligée, avant de quitter le site, de dépolluer. Donc, il y a des ferrailleurs qui sont venus se servir. Ils ont été payés par l'État. Le bâtiment était sous avion. Voilà, il y avait ça. Ils sont venus démonter toutes les armoires électriques. Et ensuite, le site a été vendu après à la merci des pilleurs de fer. Du coup, j'entendais parler d'un exercice au cœur de la guerre froide, tu m'as même tourné ici. Alors, c'est en 1957, un dimanche. Le jeune lieutenant qui est de garde, un lieutenant français, reçoit vers midi un message ultra. Donc, message ultra, ça veut dire ultra secret. Après décodage, ce message dit NATO 1 qui est à Fontainebleau, donc l'état-major de l'OTAN qui est à Fontainebleau, se replie sur NATO 2, préparer les installations. Un problème, ça veut dire qu'il se passe quelque chose du côté des Popov, en Russie. Voilà, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le Rhin est la frontière entre le pacte de Varsovie et le pacte de l'Atlantique Nord. Le problème, c'est que ce lieutenant, qui est de permanence, ses officiers sont en week-end, c'est les Anglais.
Les Anglais qui sont aux commandes à l'époque. Ils sont pas en France actuellement, ils sont en Angleterre, j'imagine. Ils sont en week-end en Angleterre, sûrement, ou à Paris, ou dans... Voilà. Ils sont pas sur site. Et lui, il doit ouvrir le coffre-fort, prendre les directives et les mettre en application. Le problème, c'est qu'il n'a pas le code pour ouvrir le coffre. C'est les Anglais qui auraient dû... Enfin, il y a un gradé qui doit être là. Il aurait dû avoir un gradé anglais habilité avec le code du coffre pour l'ouvrir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il téléphone à Fontainebleau. Fontainebleau répond plus. Message ultra, ça veut dire Fontainebleau se replie. Eux, ils sont déjà partis de Fontainebleau. Ils sont sur la route. Moi, je fais quoi? Alors je téléphone à droite, à gauche, les aéroports, tout ça. Personne n'est au courant. Message ultra. Ça a dû s'affoler ici. Ça a été, il m'a raconté que c'était, ça courait dans tous les sens. Tous les sens, on téléphonait à Paris, on téléphonait aux endroits où les officiers avaient l'habitude d'aller manger, au café, le restaurant, tout ça. Personne n'aurait. Pendant 2 heures, ça va être la panique totale. 2 heures, ça va être long en ce moment. Surtout que le temps de réaction de l'OTAN en cas d'attaque du pacte de Varsovie, c'est 1 heure. 1 heure de réaction pour se mettre... Ils ont 1 heure pour réagir. Alors c'est la panique. À 14h, deuxième message ultra qui arrive. Après décodage, fin de l'exercice. C'est un exercice. C'était un exercice. La pression a dû retomber. Alors il m'a dit, franchement tout le monde était satisfait parce que c'est un dimanche qui va se souvenir pendant... Voilà. Et il me disait que ça a vraiment été la panique parce que l'OTAN, c'est aussi l'Élysée, c'est tout ça. Donc lui, simple lieutenant, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est là, il a toute la pression, toute la responsabilité. Il ne faut pas qu'il prenne des mauvaises décisions. Voilà. Parce que ça peut graduer suivant le... Voilà. Alors, téléphoner aux aérodromes des alentours, tout ça. Donc il m'a dit que c'était vraiment la panique pendant 2 heures. En cas d'attaque d'un missile russe, on va dire, on a 7 minutes pour réagir. 7 minutes. Donc il faut vraiment dans les 7 minutes... Il faut dans les 7 minutes, il y a quelqu'un qui décide d'engager la riposte. Déjà la contre-offensive pour détruire le missile, mais aussi mettre l'armée en état d'alerte. Mais si les 7 minutes, on va dire que par X raisons, c'est un mensonge, et qu'un État réagit... C'est ce qui s'est passé en 1980 et quelques. Il y a un colonel russe qui a refusé d'obéir aux ordres parce que les bases de radar avaient détecté un missile tiré par les Américains. Il a refusé d'appuyer sur le bouton. D'accord. Et donc le compte à rebours 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À 0, le missile aurait dû exploser. Et il ne se passe rien. Parce que c'était un défaut du radar. S'il avait obéi aux ordres, qu'il avait appuyé, il déclenchait la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN, tout le monde s'en mêle. C'est pour ça que aujourd'hui, on est sur une poudrière et nos hommes politiques ne savent pas avec quoi ils jouent. En gros, aujourd'hui, surtout l'actualité d'aujourd'hui, tout le monde s'embrasse. C'est quelque chose pour faire des réactions, il se passe un truc, ça va faire envie que demain. Une phrase. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des superpuissances nucléaires. Quelle est la guerre mondiale, il n'y avait pas la bombe nucléaire, donc on va dire que c'est limité, mais aujourd'hui, on est en rase de ville. Il y a un pays franchement la puissance. Ce que j'explique aux gens lorsqu'on vient visiter les bunkers, je leur dis, vous savez, on est dans une phase aujourd'hui où il faut se battre pour la paix parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre nucléaire. C'est pour ça que je dis aux gens, vous, en cas de guerre nucléaire, vous pouvez vous abriter ici. Ça va résister. À moins que la bombe elle tombe pile poil dessus. Dis-moi un peu où est-ce que tu m'as emmené là, ça ressemble à une place d'armes, ça me dit quelque chose. Alors là on est dans la partie casernement du W2. Tu as 2 parties. Partie casernement où on se trouve là aujourd'hui avec des bunkers qui sont faits en parpaing de béton armé. Une partie où on a été tout à l'heure où il y a les gros bunkers de commandement qui est la partie état-major. D'accord. Date de la construction 42-43. Ils sont d'origine. Ils sont d'origine. Par contre le bâtiment que l'on va traverser là, lui date de l'OTAN. Un ensemble d'états-majors. Donc tu as l'état-major français, état-major américain, état-major anglais, état-major Allemagne de l'Ouest et tous les pays qui font partie de l'OTAN. On peut avoir jusqu'à 6000 hommes. 6000 hommes 6000 hommes, ouais. On pouvait avoir 6000 hommes. Donc l'OTAN va faire des nouvelles constructions, dont celui-ci qui était on va dire une cantine, voilà. Ils vont aussi construire 2 nouveaux villages pour les soldats, à La Faux et à Neuville-sur-Margival.
Donc ça, c'est des bâtiments hauts-temps. Ils datent des années 52, 55. Voilà. Après le départ de l'armée, tout ça, c'est tombé à l'abandon. Donc en sous-sol, on a une cave avec une chambre froide. Ah oui, c'est immense. Voilà. Donc tu vois, c'était une cantine. On Ça, est vraiment dans l'environnement urbex ici. Hein. Ouais, voilà. Donc là, tu as le puits qui permettait avec un monte-char. On a quelques photos qui datent de l'époque de l'armée française. Des cuisiniers en train de se laver dans les grosses marmites. Ah ouais? Ouais, ouais. J'imagine le réfectoire avec les tables pour manger. Voilà. Tu vois, il y a même une cloison qui a disparu. Il devait y avoir quelques Préparation, parce que des fois dans l'armée, on a les sous-officiers et des militaires du rang. Ouais. Ou alors c'était peut-être une cloison mobile, comme on a dans le Bérésina, avec des rideaux. D'accord. Ah oui, peut-être pour réduire la salle. Voilà. Là, on peut réceptionner, là. Là, tu peux mettre du monde. Après le départ de l'OTAN, quand l'armée française récupère ce bâtiment, ils en font un gymnase. Ils entraînaient les hommes, par exemple, aux techniques de close combat, des choses comme ça. Ils avaient mis des miroirs, Oui. c'était pour s'admirer leurs abdos Cronenbourg. 68, 88, c'est commando. Après, ça sera le 6-7 de Soissons qui vont faire un lieu de casernement provisoire ou d'exercice. 90 à 93, ça sera un centre d'entraînement pour troupes spéciales. Et c'est la DGSE qui va prendre en charge les installations. Et pendant 2 ans, 3 ans, on va former des agents spéciaux de l'armée française. D'accord. L'armée ferme tout, voilà, met en vente. Et à partir de 93, jusqu'à aujourd'hui, c'est la foire à la ferraille. Voilà. Tu vois que la ferraille ne vaut plus grand-chose parce qu'il reste encore quelques... C'est le cuivre. Alors ici, quand les ferrailleurs sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, c'était tout ce qui est cuivre, comme tu dis. Donc ils se sont attaqués aux gros câbles électriques. Comme c'était toujours sous tension avec l'EDF, donc il y a eu des courts-circuits, des coupures de courant. Donc quand ils sont aperçus que c'était le camp de Margival qui faisait court-circuit, ils ont déconnecté le camp de Margival. Encore alimenté, Malray qui était à l'abandon. Il y avait une centrale, tu as un gros transformateur électrique à l'entrée. Il y en a un à côté du Bérésina. Il y en a un autre de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Comment ça se fait qu'il laisse alimenter sachant que c'est à l'abandon? L'armée avait toujours la possibilité à n'importe quel moment de venir. Alors c'était toujours terrain militaire. Oui. Jusqu'en 2000, ça a toujours été un terrain militaire. Dis-moi, là on est au niveau de la place d'armes. Ouais. Les bâtiments qu'on a autour de nous, comme je te disais tout à l'heure, font partie de la partie casernement du quartier général des Terres. D'accord. Donc il y avait déjà une place d'armes à l'époque, puisqu'on a réussi à avoir des photos, des vues aériennes, où on voit cette place d'armes qui existe déjà à l'époque. Quelques photos qui ont été prises ici avec des troupes portugaises et américaines qui étaient venues faire des stages commando dans les années 80, 70-80. Localement, ces bâtiments-là étaient camouflés avec des toitures en tôle, de manière à ce que ça ressemble à des bâtiments agricoles. Voilà. Et, après l'inspection du printemps 44, tout ça, ça va être recouvert de filets de camouflage. Parce que les Allemands veulent vraiment que le site devienne invisible. Ouais. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est dégager tous ces bunkers, couper les arbres. Donc ça, c'est fait une fois par an. Parce qu'une fois par an, il y a un petit campement qui est fait ici. Et là, j'aperçois un drapeau, du coup, c'est... C'est le drapeau de la Picardie. Picardie qui n'existe plus maintenant, nous sommes dans les Hauts-de-France. Ça, c'est un projet aussi qu'on a lancé, c'est de mettre des panneaux thématiques avec des photos d'époque, les visiteurs qui viennent en dehors des visites, et quelque chose à voir, qu'ils aient un minimum d'informations. Donc là, Didier, dis-moi, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Alors là, on se trouve devant le Führer Bunker, le bunker numéro 1. Chaque bunker porte un numéro. Le bunker principal, c'est le bunker militaire, il porte le numéro 1. Le numéro 2 au KW, numéro 3, salle de spectacle, parce qu'il y avait un bunker qui était réservé en salle de spectacle. Bunker numéro 4, c'est le bunker où est connecté les 4 gros câbles qui vont alimenter toute l'Europe pour le réseau de téléphonie du W2. 15 minutes, Adolf Hitler, d'ici, pouvait avoir n'importe quel endroit. 15 minutes, les prochaines fois, il peut appeler Berlin, il peut appeler la Norvège, il peut appeler là où il y a des positions. 15 minutes, la ligne bit. Malgré que ça soit le bunker d'Adolf Hitler, il n'a aucune protection supérieure par rapport à ceux que nous avons vus tout à l'heure. On a 60 cm de béton pour les Regelbo baraques devant et 4 mètres pour l'abri antiaérien, le Luxury Bunker derrière. Il viendra ici qu'une seule journée, le 17 juin 1944. Il arrive à 8 h du matin, donc sa voiture a monté la petite route que l'on a empruntée en venant de Soissons.
Il va se garer où nos voitures sont garées actuellement. Il pénètre à l'intérieur par la première porte. Pierre arrive ici à 8h du matin. Il arrive en voiture blindée. Alors tous les gens qui viennent ici nous disent pourquoi n'est-il pas venu en train? Parce que le tunnel qui est à 100 mètres d'ici pouvait accueillir son train de commandement. Il n'avait même pas besoin de prendre une voiture, il y a simplement un escalier avec un quai qui permet d'arriver ici. On est à 100 mètres, l'entrée du tunnel est juste à côté. Est-ce que le train c'est assez gros voyant? Donc si on sait qu'il est là à l'instant T, on peut peut-être... Le train n'est jamais venu. Il n'est jamais venu parce que lorsqu'Hitler décide de convoquer ici Rommel et von Rundstedt, qui sont les deux commandements chefs du front de l'Ouest, de l'invasion en Normandie, eh bien, il le fait à cause d'un rapport qu'il a reçu en main propre de Rommel. Ce rapport est très pessimiste. Ce rapport préconise un repli de l'armée allemande du Cotentin de manière à faire ceinture pour bloquer les Alliés dans le Cotentin. Et là, Hitler refuse absolument. Soit ce rapport le 15 et qu'il rentre dans une énorme colère. Schmund dit que le Führer convoque Rommel et von Rundstedt d'urgence au poste de combat W2 près de Margival, ici. 250 km. Il va mettre 8 heures pour faire 250 km. Parce que depuis le débarquement, toutes les zones stratégiques pour les Allemands sont bombardées du pays. Les ports, les gares, les ponts, les carrefours indispensables sont bombardés. Donc il va mettre 8 heures pour arriver ici. Prévenus, et von Rundstedt sont prévenus à 3h30 du matin, qu'ils ont rendez-vous ici à 9h. Donc à 3h30, on a dit vous avez rendez-vous ici à 9h. Rommel revient d'inspection en Normandie. Il est couvert de saleté, il a passé 24 heures sur le front. Il dit dans ses mémoires, dans son livre La guerre sans haine, j'ai juste le temps de changer d'uniforme, de prendre une douche, de remonter dans la voiture pour être au poste de commandement W2 à 9h. Il arrive même un petit peu en retard. Speidel, qui l'accompagne, dit que lorsqu'ils descendent de voiture, ils sont tout de suite encadrés par la garde personnelle d'Hitler. Il y a 40 soldats SS qui sont arrivés 1 heure avant Hitler pour sécuriser le site, malgré qu'il y ait 1500 hommes pour protéger tout le périmètre. Et Hitler pénètre dans cette salle. Donc il faut imaginer une grande table où on a étalé des cartes, il y a des tabourets, Hitler est assis. Rommel arrive, est encadré par les SS et qui l'accompagne à l'intérieur du bunker. Speidel dit que le Führer a accueilli le Feldmaréchal d'un salut glacial et strict. Parce que la conférence a été obligée à le faire. C'est pas lui. S'il n'y avait pas eu ce rapport, il ne serait jamais venu ici. Il faut absolument obliger Rommel à obéir. Parce qu'Hitler sait que Rommel est capable de désobéir à un ordre du Führer comme il l'a fait à Tobruk. Il a replié l'Afrique Korps pour sauver son armée. Et il sait très bien que s'il ne rencontre pas Rommel pour le mettre à genoux, eh bien, il fera la même chose, il se repliera en Normandie pour sauver. Alors qu'en Normandie, il faut agir à l'instant T. Parce que comme Rommel revient de Normandie, il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe. Hitler, les troupes ont débarqué. Exactement. Et ils progressent Exactement. jusqu'au ville au fur et à mesure. Vos troupes se sont fait surprendre pendant leur sommeil. Vous êtes endormis dans vos bunkers. Non, nos troupes se sont battues vaillamment, dit Rommel. Certaines attendent même encore des renforts qui n'arrivent pas. Où sont les bunkers qu'on nous a promis? Où sont les canons qu'on nous a promis? Voilà. Et pendant toute la conférence, ça va être un affrontement entre Rommel et Hitler. Petite salle à côté de sa chambre. Et le colonel von Below et Lynch, qui est le valet de chambre d'Hitler, qui sont présents à la conférence, racontent dans leur livre que dans le couloir, ils entendaient Hitler hurler sur Rommel. Occupez-vous de la Normandie, ne vous occupez pas de politique, ce n'est pas votre zone d'influence. Je gère la politique. Rommel a été rabaissé au plus bas. Il a été rabaissé au plus bas. Le Führer a pris conscience de la situation en Normandie et il prévoit de grandes contre-offensives. Ils vont remonter un peu le moral, parce que là-bas le moral doit être au plus bas. Donc eux, ils attendent Rommel qui revient, s'il lui ramène des mauvaises nouvelles. Voilà. Et surtout, Rommel revient aussi avec la promesse d'Adolf Hitler que Londres sera rasée par les bombes volantes. Il arrive sur le site en voiture blindée à 8h le 17 juin. Et tout de suite, la conférence va commencer dans cette partie avant du bunker.
Mais au moment après le repas, vers 13h30, une alerte aérienne est déclenchée puisque les avions alliés viennent rebombarder les aérodromes et les gares qu'ils ont bombardés la veille au soir. Ils vont venir se réfugier à peu près 1 heure à 2 heures dans l'abri antiaérien. Là, Hitler va faire une... C'est là-bas où il y a la grosse salle avec la cheminée. Voilà. Ici, en prenant ce passage-là, on arrive directement dans la salle de conférence. Toute cette partie-là a brûlé et interdit aujourd'hui à cause de la pollution due à l'incendie. Et dès l'instant où le Führer a pénétré à l'intérieur, le garde va verrouiller les 2 portes blindées, rester dans le sas. Voilà. Et toute la conférence va se tenir à l'intérieur de ce bunker. Ça, ce sont des vannes de prise d'air pour régler le débit d'évacuation des airs contaminés du bunker. Quand les portes sont fermées, le bunker est étanche au gaz de combat, grâce au système de ventilation qu'on va aller voir. À l'époque, il y a une cloison en bois. Hein. Toutes les lignes jaunes représentent. Voilà, toutes les lignes jaunes représentent une cloison que l'on ne va pas remettre en état, puisque après on ne pourrait plus rentrer avec du public dedans. Un bureau pour les aides de camp, secrétaire, standard téléphonique, voilà, juste à côté du tableau de connexion téléphonique. Alors le matériel que l'on présente ici, c'est du matériel qui est d'époque, mais qui n'est pas d'origine allemande. C'est histoire de reconstituer. Voilà. Du coup, ensuite, tout était centralisé ici pour les communications. Voilà, tout ici c'est le tableau de connexion téléphonique. D'ici, avec un relais aux centrales de transmission qu'on a visité tout à l'heure, 15 minutes, Hitler pouvait avoir n'importe quelle personne. Et ici, on a la salle de ventilation. Ah oui. Donc on a 2 ventilateurs escargots électriques et 2 ventilateurs manuels de secours. Alors on est en filtration anti-gaz. Donc ici on a des filtres à poussière en grillage avec de la fibre qui vont arrêter toutes les poussières qui pourraient pénétrer à l'intérieur suite à des explosions. Et ensuite ça passe dans des filtres à charbon actifs qui vont filtrer les gaz de combat de manière à ce que l'air à l'intérieur soit respirable. Là ça c'est... on tourne à la main. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Toujours quelqu'un en courant. permanence qui doit. Voilà. S'il y a plus de courant. S'il n'y a plus de courant, on passe en ventilation manuelle. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a un gars qui doit tourner. Il y a un gars qui tourne, voilà. Alors il y a des systèmes à l'intérieur du bunker, des capteurs de monoxyde de carbone. Oui, donc il y a un seuil, ça sonne. Voilà, dès l'instant où le seuil est atteint, on ventile, voilà, de manière à ce qu'il y ait toujours un minimum de monoxyde de carbone à l'intérieur. Bureau, parce que près du ventilateur, il n'y a pas de chambre parce que ça ronronne, c'est un bruit assez lancinant. Une salle de bain avec un WC. Voilà. Alors, on a remis les WC et la baignoire à leur emplacement d'origine. Parce que lorsque nous avons récupéré le bunker qui n'avait pas été utilisé par l'armée française, et nous, lorsque nous avons démonté ces enduits en ciment qui avaient été mal faits, malheureusement, on a retrouvé la position du lavabo, la position du WC et la position de la baignoire que nous avons remis à leur emplacement d'origine. Pendant l'alerte aérienne, le Führer va venir se réfugier. C'est là qu'il va parler de la fameuse offensive par arme V1, nom de code du bombardement de Londres par arme V1, opération noyau de cerise. Un gros noyau de cerise. Donc pendant 1 heure, Hitler va être présent avec tous ces personnages-là. Donc là, on a toutes les personnes qui étaient présentes dans le film. Voilà. Charles Rommel, commandant en chef de la 15e armée et 9e armée, donc commandant en chef de toute la zone d'invasion. Son chef d'état-major, le général Speidel, qui reviendra ici en 1957 comme commandant en chef de l'OTAN. La guerre, il va rester dans l'armée allemande, mais côté ouest. Donc il va être commandant en chef de la Bundeswehr. Et comme l'OTAN, c'est un commandement tournant, un coup les Américains, un coup les Anglais, un coup les Français, voilà. Et bien à un moment, il faut que ça soit un Allemand qui soit commandant en chef de l'OTAN, ben c'est lui qui va être choisi. Mais il a sauvé Paris. Entre guillemets, je t'en parle après. Donc ça c'est une carte qui date de 1939, une carte de la Luftwaffe avec toutes les zones stratégiques anglaises. Lorsque Hitler va annoncer à Rommel et à von Rundstedt que depuis 48 heures, Londres est enfin bombardée par les 96 bases que les Allemands ont construites dans cette partie de la France. Dans la nuit du 16 au 17, les Allemands ont catapulté 244 engins sur Londres. 80% a touché l'Angleterre. Alors, le V1, il est précis à 16 km.
un rayon de 6 personnes qui est assez important. Hitler annonce que c'est l'arme de la victoire. Tout c'est qu'il attend le V2, bombe stratosphérique qui va arriver. Qu'est-ce que le V2 de plus que le V1? Ça coûte 2500 Reichsmark à construire. C'est le prix de 100 Ferrari. Ça, c'est de la haute technologie. Là, vous avez un moteur qui a une poussée de 13 tonnes. Là, il a une poussée de 2 tonnes. Celui-ci vole à 600 km/h, celui-ci vole à Mach 2. C'est une bombe volante sans pilote qui vole à 600 km/h. Et en plus, il doit être catapulté d'une rampe grâce à un système de surpresseur à vapeur. C'est pour ça que lorsque Rommel va demander la possibilité d'utiliser le V1 pour bombarder la zone d'invasion, Heymann lui dit que malheureusement toutes les rampes sont orientées sur Londres. Il faut des semaines pour tourner les rampes. Rommel va dire détruisons les ports anglais qui sont dans son axe de tir. Comme ça on pourra éviter aux Anglais, aux Américains de charger leur matériel. Hitler coupe la parole à Heymann et il dit non, c'est Londres que l'on doit détruire. Ça s'arrête là. Il veut raser Londres. Fin de la conversation. Surtout c'est qu'il y a des hasards de l'histoire qui se sont passés ici. À 11h45, alors qu'Hitler est en train de parler de ses bombes volantes et de ses fusées, le super bunker de Etterleck va être bombardé pour la première fois par des Tall Boys, des bombes de 6 tonnes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il arrive à 8h du matin ici. Oui. À 4h30 du matin, de la base de Vignacourt, près d'Amiens, un V1 est tiré sur Londres. Malheureusement, son système de guidage et son gyroscope a été déréglé suite à un bombardement qu'il y a eu la veille. Malheureusement, l'engin va faire un demi-tour. Le moteur se coupe, le V1 tombe en chute libre et va exploser à 3 km d'ici, de l'autre côté de la colline. C'est un pur hasard de l'histoire. J'imagine qu'Hitler va se servir de cette excuse pour faire quelque chose. Hitler, il ne l'apprend qu'à la fin de la conférence. Il va se servir de cette excuse pour mentir à Rommel qu'il l'attend dans les jours qui suivent en Normandie. Le Führer va envoyer un message à Rommel. Il a quitté le W2 le 17 à 20h parce qu'un V1 a fait explosion près du poste de commandement W2 après la conférence. C'est un menteur. Mais il a besoin d'une excuse pour partir aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les Alliés avaient appris qu'Hitler était ici, ils connaissent le site, ils en ont fait des photos. S'ils apprennent que Hitler est à Margival, eh bien tous les avions qui vont bombarder l'Allemagne, qu'ils soient américains la journée ou anglais la nuit, vont venir bombarder la région. Parce que la conférence, en vérité, elle ne servait à rien du tout. Mais c'était pour être fort, je pense. C'était pour dire à Rommel, tu obéis, point. Et Lynch dit, j'ai vu le grand Rommel sortir la queue entre les jambes du bureau du Führer. Donc ça s'est très très mal passé. Le général Jodl envoie un message le soir, donc le message arrive à 23h50, et il demande au général Heymann, responsable des armes V, de faire une enquête, savoir pourquoi un V1 est tombé à 3 km du poste de commandement le jour où Hitler est venu. C'est un pur hasard de l'histoire. Et comme pourquoi ils ont bombardé le bunker de Etterleck alors qu'Hitler est en train d'en parler, il est ici. Il annonce que grâce à ces super bunkers, Londres va être rasée. Et non, ils ne serviront jamais. La conférence de Margival n'a servi à rien du tout. Rommel est reparti sans avoir ce qu'il voulait, les mains libres. Hitler est reparti en se disant maintenant Rommel va obéir et puis c'est tout. Moi, je veux bien rebondir sur celui qui aurait sauvé Paris et aussi comment il a réussi justement de passer de SS à Hitler à la chef de l'OTAN. Speidel va être commandant, chef d'état-major de Rommel jusqu'au mois de juillet 1944. En juillet 1944, Rommel est blessé et il est envoyé en convalescence. Von Rundstedt est limogé. Ça veut dire que le front de l'Ouest a besoin d'un nouveau commandement en chef. Et on va choisir le feldmaréchal Model. Speidel reste son chef d'état-major. Et il vient s'installer ici, Model, le 19 août 1944, alors qu'on est en train de libérer Paris. La police parisienne et les fonctionnaires de Paris sont en grève, c'est le début de l'insurrection parisienne. Le 22 août, il reçoit le message qui donne l'ordre à von Scholtz de préparer la destruction de Paris. Miner les ponts, les ouvrages d'art, des choses comme ça. Donc il voulait mettre Paris en ruine. Hitler avait mis à la fin de ce message, si Paris est pris par les Alliés, ils ne doivent pénétrer que dans un champ de ruines. Von Scholtz va faire semblant
de mettre en application ce message. Pourquoi? Pourquoi faire semblant? Parce que déjà, il sait que la guerre est perdue, ça sert à rien. Et surtout, c'est qu'il sait que s'il détruit Paris, eh bien, il sera considéré comme criminel de guerre. Lorsqu'Hitler demande où en est la situation à Paris, eh bien, Paris ne répond plus. Hitler demande qu'une enquête soit faite. Et là, on apprend au Führer que Paris a capitulé. Warlimont, le général Warlimont, dit que le Führer est rentré dans une telle colère qu'il écumait de rage. Il bavait de rage tellement il était en colère. Et il donne l'ordre que toutes les rampes de V1 qui se trouvent dans cette partie de la France tirent sur Paris tout leur stock avant d'être repliés. Eh bien, le message arrive ici à 11h30 le 26 et le général Speidel décide de détruire le message. Parce qu'il sait que ça ne sert à rien de détruire Paris. La guerre est perdue en France. Il prépare sa sortie de guerre, Speidel. Donc après la guerre, il va rester dans l'armée allemande, dans la Bundeswehr, et il reviendra ici comme commandant en chef en 1957. Voilà. Ça fera un scandale qu'on appellera l'affaire Speidel, puisque les Français n'acceptent pas qu'un ancien nazi devienne commandant. Sous commandement d'un ancien nazi. Surtout que les troupes françaises sont sous commandement de l'OTAN à l'époque. Là, c'est vraiment d'origine. C'est du matériel qu'il y avait à l'époque. Didier, bah dis-moi où est-ce que je me suis installé ici? Alors là, tu es à la place des visiteurs qui attendent leur tour pour pénétrer dans le bunker 105. Ce sont des bunkers de combat qui, celui-ci, abrite une mitrailleur lourde MG34, derrière plaque de blindage qui protège l'accès du camp par la route de liberté. 105, c'est un modèle type Siegfried. Ça veut dire c'est un plan type qui a été construit lorsque les Allemands vont construire la ligne Siegfried dans les années 30. Alors il faut savoir, c'est que les Allemands ont construit une ligne de défense de l'autre côté du Rhin face à la ligne Maginot. Ils ont construit 12 000 bunkers en 9 mois. 12 000 en 9 mois. Voilà. Un bunker qui abrite 9 hommes maximum. Donc les hommes restent à l'intérieur du bunker en cas d'attaque. Mais ils ne vivent pas dedans en permanence. Hein? C'est quand on attaque, ils vont dedans. Voilà. Sinon, ils ont leur T'as campement. les barracons qui sont en bas. Quand Hitler est venu, le 16 au soir, vers la fin d'après-midi, état d'alerte, tout le monde pénètre à l'intérieur des bunkers, met les bunkers en état de défense. Voilà, alerte générale, on est prêt, s'il se passe quelque chose, on est prêt. Puis le 16 au soir, le périmètre de sécurité est mis en état d'alerte maximum. Donc tous les bunkers sont équipés du personnel, de l'armement, des munitions. Ils sont prêts à l'alerte aérienne qui va perturber un peu, mais même les défenses aériennes n'entreront pas en action parce que le site n'est pas bombardé. C'est simplement une alerte générale. Pénétrer à l'intérieur. Je te suis. Alors à l'entrée, il y a un petit créneau de tir qui est juste là pour protéger l'accès du bunker. Pas oublier, c'est qu'un bunker, c'est un beau piège à con. Parce que si tu n'as pas d'infanterie autour pour empêcher l'ennemi d'arriver au bunker, t'es coincé. Les Américains, ils avaient une technique, ils grimpaient sur le toit, ils jetaient une musette de C4 à l'entrée, et l'explosion faisait sauter les créneaux de tir. Et puis je vais dire, quand tu as une musette de C4 qui explose à l'entrée, même si tout résiste, Ça, c'est toi, ça. ouais. Une question avant qu'on aille dedans, c'est est-ce que Margival, sous le temps des nazis, il y avait des exercices d'alerte? Ouais, opérationnel en mars 44, donc c'est la 329e bataillon de la division Großdeutschland qui prend en charge les installations. On a pu voir des exercices de transmission qui ont été faits. J'ai des photos où on voit des exercices de tir de DCA, donc à mon avis il devait y avoir des ballons cibles qui devaient être tirés par des avions. Voilà, ils faisaient des exercices. Il y en a même encore ici. Alors regarde, ici. Et même là, non, là-haut, c'était remis ce qu'on voit là. Ça a été remis. Mais là, tu vois, c'est le filet d'origine qui a été enseveli sous la terre. Les Américains, lorsqu'ils vont découvrir le site, dans le rapport que j'ai pu récupérer, il est marqué qu'ils découvrent un site ultra moderne et invisible, tellement le camouflage est de bonne qualité. On va même faire venir des photographes, ceux qui ont fait ces photos-là. C'est les photographes de la 3e division blindée américaine, service de camouflage qui viennent faire le truc. Il faut passer la grille, bon ça c'est 3 fois rien. On a ce système de sas aussi, hein, avec une porte blindée. Là, la caponnière de tir qui protège l'entrée avec une porte blindée.
Et la pièce de vie. Ouais, on l'a remis. Alors avec, tu vois, le mobilier, c'est du mobilier d'époque. On a 6 lits. Alors 6 lits. Et normalement, il y a encore 2 lits au bout. Voilà. Donc ils sont 8. Tu m'as dit 9, on est 8. 8. Ouais, j'avais dit 9, mais c'est 8. La technique des Américains, c'est la technique que les Allemands avaient fait sur la ligne Maginot. C'est si tu n'arrives pas à détruire le bunker, tu l'enterres. Tu bombardes et puis après. Plus de ration, plus d'eau. Bah voilà, t'as plus qu'à attendre qu'on vienne te sortir de. C'est des lits style marine que l'on peut replier, tu vois, en cas de besoin. Alors, ventilateur Société Draguer, une société qui existe toujours, qui fabrique toujours des systèmes de filtration anti-gaz. Donc l'air est aspiré de l'extérieur, passe par une boîte à poussière. Ensuite, il y a 2 filtres à charbon actif. Et l'air est ensuite réinjecté dans le bunker par ces combinaisons. Alors tout ça, c'est ce que nous avons refabriqué. Celui-ci, il fonctionne. Bille de mercure, alors on ne la voit pas parce qu'elle est collée, et il faut qu'elle reste à un certain niveau, et là j'ai 1,2 m3 d'air par minute. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'alimentation et que donc quelqu'un doit tourner, et la nuit il faut dormir avec ça. Alors on ne dort pas en permanence. On a des petits témoins de monoxyde de carbone. Oui, donc en fait il faut attendre le témoin. Donc on regarde les témoins, dès l'instant où on voit les témoins qui changent de couleur, on met un témoin neuf. Une chose, hein, c'est que quand tu es obligé de combattre à l'intérieur d'un truc comme ça, tu es en liaison permanente avec les autres bunkers d'infanterie. Tu tournes la manivelle, hein, tu vois, lorsque tu as le téléphone qui sonne, que tu décroches, alors il est bloqué pour éviter que les gens jouent avec, mais lorsque le téléphone sonne, c'est que bon, on demande des informations. Donc toi tu fournis les informations, mais en espérant qu'il y a encore du monde autour du bunker. Tout ça, c'est de la copie, c'est en bois. Oui, on refabrique du matériel, des copies de matériel. Parce que le matériel d'origine c'est hors de prix, et puis on ne veut pas installer du matériel d'origine pour qu'il soit abîmé. Salle de vie, on passe dans la caponnière de défense. Là on a une MG34 qui est de fabrication tchèque, elle est de 1943, démilitarisée bien sûr. Hein. Voilà. C'est les munitions, c'est des vraies? Non, c'est des vraies balles des calibres 93 mais démilitarisées. C'est du 7,93 démilitarisé. 7,93, ouais. Celui-ci, il met cette pièce-là en surpression pour chasser les fumées de tir. Parce qu'il faut évacuer les fumées de tir pour être intoxiqué. Et en cas de besoin, eh bien, on retire la mitrailleuse et on ferme l'obturateur qui bloque la sortie. Le décor est planté, où est-ce que je me trouve ici? Si elle était pleine, tu serais mouillé. Bon, j'imagine que c'est une piscine. C'est une piscine. La piscine a plusieurs fonctions. La première, déjà, c'était une piscine où les hommes peuvent se baigner. Le culte du corps dans l'armée allemande, le sport, tout ça, l'homme arien puissant, c'est une image de propagande. Donc, elle sert aussi de réservoir d'eau pour alimenter le tunnel en cas de besoin. Puisqu'à l'époque, on est des locomotives à vapeur. Et une locomotive à vapeur doit refaire le plein d'eau et de charbon toutes les 3 heures. C'est une réserve stratégique en fait. Elle sert aussi, on peut pomper l'eau en cas de besoin d'incendie. Mais dans la colline, tout en haut, il y a 2 citernes d'eau de 500 m3 chacune. Et pour info, la piscine, c'est combien? Alors, je sais pas, j'ai jamais mesuré. Alors d'après, ouais, elle est grande, mais j'ai jamais fait le cubage, il faudrait que je le mesure un de ces 4. Les d'eau qui sont sur la colline sont alimentés par les sources qui sont captées à l'intérieur du camp. Il y a une station de surpression qui remplit au besoin les réservoirs. Quand les réservoirs sont pleins, l'eau remplit la piscine. Et quand la piscine est pleine, et bien, par gravité, ça redescend au ruisseau qui est en bas. Il n'y a pas d'eau qui stagne. Donc ça, il y a un cycle. Il y a toujours un mouvement de l'eau pour éviter que l'eau stagne et éviter les pollutions d'eau. On a vu une photo où en printemps 1944, il y a 4 ouvriers français qui sont à l'intérieur en train de la nettoyer. Parce qu'il y avait déjà du verre de gris qui avait salé les murs. Oui. Alors, en 1900, sur la photo que l'on a, elle n'est pas camouflée. L'eau, ça... Voilà. Oui. Sur la deuxième photo que l'on a, celle qui a été prise par les Américains, que je te transmettrai, la piscine est recouverte d'un filet de camouflage.
Et sur la photo de 44, eh bien, quand on voit le photographe a pris la photo de là, eh bien, on voit le village de Lafaux derrière, sur la commune. Parce que cette forêt-là n'existe pas. Voilà. Donc les escaliers sont d'origine, puisque sur la vue de 44 aérienne, on distingue sur la plateforme là, une petite toiture. Il devait y avoir peut-être une petite baraque. Et on est à 80 mètres, 100 mètres du fameux chalet d'Hitler où on va aller. Je vais te rejoindre. Ouais, voilà. Alors beaucoup de gens nous demandent pourquoi on ne la remet pas en eau. Pour faire une station balnéaire par exemple. Une station de crasseux, oui. Ils viendraient boire des bières et laisser toute leur merde ici. Et c'est ce qui est arrivé lorsqu'on a créé l'association. On passait nos samedis matins à dépolluer les alentours parce que la route était ouverte et les gens venaient faire des barbecues. Et puis surtout, c'est qu'à cause des arbres, il faudrait la vider tous les ans pour enlever les pollutions de feuilles. Et puis, elle serait obligée d'être clôturée. Donc, on la laisse comme ça, puis c'est très bien. Du coup, on va aller au fameux chalet. Au fameux chalet d'Hitler. Voilà. Qui n'existe plus, malheureusement. Donc Didier, bon, cette fois-ci, on va pas vraiment planter le décor. Non, parce qu'il n'y en a plus. Je vois qu'il y a des traces de fondation. Alors là, on est à l'emplacement du fameux chalet d'Hitler. Le chalet d'Hitler, c'est la seule construction en bois qui n'a jamais été camouflée. On suppose que c'est la première construction qui a été réalisée ici sur le site et qui a servi au moment de l'installation des porte-bonnettes dans le tunnel. Donc ça a dû servir de bureau pour les ingénieurs, des choses comme ça. Ensuite, ça a été amélioré et c'est là qu'Adolf Hitler va venir manger le jour de la conférence, le 17 juin 1944. La conférence en bas. La conférence en bas dans le bunker, il y a 50 mètres. Il monte pour manger ici. Il monte et ici on a donc le chalet. On a une grande salle à manger ici avec une grosse table ronde qui pouvait accueillir 10 personnes. Après on a un grand hall d'entrée avec plusieurs tables. À la suite on a un salon tout au bout, des sanitaires, une cuisine et un vestiaire. On sait même ce que Hitler a mangé ici puisque Hans Speidel dit dans son livre Invasion 44 que le Führer a mangé une grosse assiette de riz avec des légumes et que pendant le repas, un soldat SS lui tendait des petits verres avec des médicaments à l'intérieur. Ce médicament qu'il prenait souvent, c'était un médicament contre les flatulences. Adolf Hitler a la maladie de Crohn et il a des gaz et des coliques chroniques. Ce fameux médicament qui s'appelle les pilules anti-gaz du docteur Müller. C'est peut-être ces médicaments qui auraient provoqué sa maladie de Parkinson. Après la guerre, ce chalet va servir de dancing pour les soldats américains. Ah oui, d'accord. Et c'est de là que va commencer à arriver les légendes sur Margiela. Quand font danser les demoiselles de la région, on parle de souterrain secret qui irait du tunnel jusqu'au chalet. C'est une des légendes que je voulais te poser. Ça, c'est une légende. C'est simplement le poste d'incendie qui était fermé par une porte en acier qui a amené cette légende-là. En cas de problème, le bunker. Voilà. Il n'y a pas de souterrain secret. Il n'y a pas de souterrain qui relie les bunkers entre eux. Ça fait partie des légendes. Et ensuite, l'armée française va en faire un hôtel de prestige pour les officiers généraux de passage. Le général Bijard a mangé dans ce chalet-là. Le maréchal Juin, lorsqu'il était commandant en chef de l'OTAN, est venu faire une visite ici et il a mangé ici. Malheureusement, après, dans les années 80, il n'y a aucune restauration ou entretien qui est fait. Il va tomber en désuétude. Dans les années 80, un court-circuit va provoquer un incendie dedans. Les pompiers vont faire un trou dans la toiture pour éteindre le plafond qui est en feu. Et ça va rester ouvert à toutes les eaux. Dans les années 80, le chef de corps nouvellement arrivé donne l'ordre de raser le chalet. Vous voulez plus le voir. Vous voulez plus le voir. Déjà, il est en très mauvais état, et puis il n'a aucune valeur. Pour l'armée française, il n'a aucune valeur. Nous allons reconstruire un petit chalet savoyard que l'on trouve sur certaines photos, près de la piscine. Il est encore devant ? Non, il a malheureusement lui aussi brûlé. C'est un gros chalet avec avec 4 colonnes en entrée. Voilà. La seule chose qui reste, c'est un morceau des marches d'entrée. Voilà. L'entrée qui se trouvait entre les deux arbres qui sont situés. Speidel dit que le repas était frugal et rapide.
Hein, parce que bon, comme Hitler est végétarien, à mon avis tout le monde a mangé pareil. Surtout, c'est qu'il dit que le Führer a fait un monologue pendant tout le repas et qu'il a accusé un peu tout le monde. Voilà, la Luftwaffe en a pris pour son Göring, il en a pris plein son grade, parce que les bombes volantes qui devaient arriver fin 43, elles viennent tout juste d'arriver. On est en juin 44. Les promesses qui avaient été faites n'ont pas été tenues. Donc le repas est très très tendu, comme toute la journée. Toute la journée, ça va être très très tendu. C'était une belle journée de printemps chaude et humide, mais qui s'est mal passée pour tout le monde. Bon Didier, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bien, bien. Là, j'imagine qu'on n'est plus dans le camp de Margival. Non, on est dans le périmètre de sécurité du camp de Margival. Est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Alors là, on va aller visiter une carrière souterraine qui a été transformée par les Allemands en deux parties. D'un côté, dépôt de munitions et de l'autre côté, abri, refuge pour le personnel de la sucrerie qui était juste au-dessus. D'accord. Alors, la sucrerie fabriquait de l'éthanol qui était réquisitionné pour les Allemands. Donc, c'est dans cette carrière qu'une légende voudrait faire croire que les Allemands avaient stocké des V1. On peut rentrer, mais... Voilà, on peut juste en rentrer un seul ici. Après, il y a tellement de virages qu'on ne peut pas manœuvrer un V1. Donc, on va les spawner sous terre. Moi, je te suis. Et la carrière, elle fait à peu près combien de superficie? Un demi-hectare, 1 hectare, quoi, en superficie. On appelle un peu le bunker, il fait toujours cette fraîcheur. Oui, toujours. Ça, c'est agréable en été. Ouais, donc on a des parties, voilà, tu vois, des pièces avec porte blindée, mais on va, là c'est une petite pièce, donc on va passer par derrière, par l'autre côté. C'est la carrière qui a été le plus bétonnée. D'accord. Voilà. Donc dès l'instant où on met des portes blindées comme ça, tu vois, le système de ventilation, hein. Donc on est vraiment dans le système bunker. Hein. Et les débuts du travaux de cette carrière, c'est en même temps que le camp de Margival? Ouais, tout a été construit pour nous en même temps. Voilà, c'est ça. Voilà, une belle charrette à betterave. Encore une pièce, j'imagine. Voilà, ouais. Les portes sont bloquées, il faut passer par l'autre côté. D'accord. Une alcôve, c'est un endroit où on peut stocker des munitions. Tu vois, alors là, on ne les voit pas parce que c'est rempli de terre, mais tu as des petits murets qui permettent d'éviter que les caisses soient au contact du sol. Par rapport à l'humidité? Ouais. Surtout que les munitions flak à la fin de la guerre étaient en acier. On voit la roche là. Ouais, ouais. Ça, ça a été complètement électrifié. Ah oui, les Allemands avaient tout électrifié. Ah ouais. Même un petit train à l'intérieur. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'entrée des munitions. Donc, sur la route, il y a des rails. Les rails pénétraient à l'intérieur. Et attention, oui. Et permettaient de manipuler rapidement les munitions. Il faut savoir, c'est qu'autour du village, il y a 3 grosses Flakstellung. Donc il y a une vingtaine de canons de 88 ou de 105 mm à chargement électrique. Donc il faut du stock, quoi. D'accord. Et dans la carrière, il y avait une équipe qui était là avec la communication pour qu'ils puissent prévenir on a besoin, on prépare, ils arrivent, ils chargent. Et il y avait des camions qui faisaient de la noria en cas de besoin. Ah, et puis on voit toutes les... Donc, tu vois, là on peut pas faire rentrer un V1 non plus, avec l'armor qui est rentrée. Non, c'est sacré. Les renforts de ciel de carrière. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment... Ouais, tout à l'heure, on va pénétrer dans le refuge par cette porte. D'accord. Une chose, c'est qu'en cas d'attaque, tout le monde est à son poste de combat. Donc ceux qui restent ici, c'est ceux qui doivent travailler ici. Voilà, et pour qu'il y ait toujours... Voilà, faut que le personnel... S'il a besoin de munitions, il faut qu'il y ait des hommes ici pour préparer. Voilà, c'est ça. Ça isole une partie de la carrière. Et ces portes, normalement, auraient dû être montées sur des bunkers anti-chars. Et pourquoi, du coup? Parce qu'ils ont préféré les mettre ici. Les mettre ici. Tout à l'heure, on ira voir un bunker anti-chars et tu verras qu'il n'y a pas de porte parce que les portes, elles sont là. D'accord. Et en termes de quantité de stockage, à peu près, on sait combien de tonnes? Alors, dans cette carrière-là, il n'y a pas de marquage. Mais dans l'autre carrière, dans une alcôve comme ça, on peut mettre 10 tonnes à peu près.
il a amené des vacheries ici. Coup de ferraille. Dans un bunker en plein milieu des bois, il y a une télévision. Peut-être qu'on captait une... Et voilà. Ah, le puits. C'est, je regarde à l'intérieur. Il fait une vingtaine de mètres de haut. Une frisière parce qu'en haut il y a une porte, il y a un petit bunker au-dessus. Avec une porte blindée et sur la porte blindée il y a un ventilateur. Ça permettait de ventiler la carrière. Ah, c'était pour ventiler, d'accord. Voilà. Et faire aussi une sortie de secours. Après le premier baron. Attention à la tête. Oh là là. L'armée française qui a récupéré toutes ces munitions-là en 44-45, parce que l'armée française a utilisé du matériel allemand pendant longtemps. Hein. À la Faux, si tu fais l'addition de toutes les marques qu'il y a, tu as près de 500 tonnes. On s'est encore jamais perdu. Voilà. Peut-être pas aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu vois, regarde, tu as les galeries principales. Ah oui, là-bas on avait avec les rails. Ouais, voilà. Hop, on va retrouver l'entrée du refuge. Ah, je bougerai pas la porte, ok. Non. Je la bougerai pas, ça c'est Tu peux fait. essayer, mais non. Une latrine. Une latrine, une C'est une toilette. latrine. Donc les toilettes. Latrine pour officier. Tu vois ici, tu as une poutre en bois. Voilà. Puis là, tu as des tonneaux. Voilà. Puis tu poses ton cul sur la poutre. Bah, les militaires, vous connaissez. Hein. Tu poses ta pêche. Voilà. Après, tu mets un peu de sueur dessus. Et puis voilà. La toilette pour l'époque, on était en 40, je rappelle. Pour les officiers, les autres c'était dehors. Voilà. Il y avait un ventilateur. Hein. Tu as un ventilateur là. Là, il y avait un ventilateur avec une pizzeria. Ça devait être un générateur. Oui, il reste encore, Ah oui, on voit. il reste encore une boîte jaune, un morceau de boîte jaune. Donc ça c'était par rapport à la ventilation. Normalement c'est comme ça, voilà. Puis tu as la boîte jaune, ben, comme on a vu hier dans les bunkers. Ah, là, oui. tu as le ventilateur à manivelle. Ouais. Pour les soldats, beaucoup plus grand. Regarde. Ah oui, donc ils étaient tous à la file indienne. Voilà. Donc là, tu devais avoir 7 ou 8 tonneaux. Voilà. Et puis, bah, à la file indienne. La petite poutre qui de là-bas venait jusque là. Et à la file indienne. Puis là, le petit clac-clac, on regarde s'il y a quelqu'un. Là, tu avais encore un ventilateur, tu vois. Ah, il y en avait partout ici. Ah ouais. Il faut ventiler. Alors après, le mobilier à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y avait. Il ne devait pas y avoir beaucoup de mobilier, c'était vraiment des bancs, des... Oui, c'était rudimentaire. Ouais, c'était Tout était rudimentaire. marché, Tu vois, c'était on n'a pas de fixation de lit, on n'a pas de... Non, c'était au sol, Ouais, je pense, voilà, c'était vraiment c'est rudimentaire. C'est vraiment parce qu'ici, c'est munitions. Ouais. C'est vraiment en cas d'alerte de bombardement, tout le personnel de la distillerie venait s'abriter ici. Réhabiliter et puis faire quelque chose aussi bien sur la Seconde Guerre mondiale que sur la Première, que sur... Ouais, il est possible de mettre en place une visite avec des affiches, un thème, et puis les gens se promènent, puis pour reconstituer les pièces comme elles Ouais, étaient à c'est ça. l'époque. Ouais. Mais bon, tout ça, c'est des sous. Tunnel, mais côté Vauxhall. D'accord. Non, mais très très Et belle après, carrière. on ira voir un J'avais fait Panzerwerk, une position fortifiée. J'ai fait des carrières, mais celle-là, elle est pas mal. Hein. Toujours ce système de sas. Porte blindée et deuxième porte Ça étanche. remonte. Et ici, les Allemands pouvaient aussi entreposer des véhicules, du coup, vu la largeur des... Juste un ou deux camions de manière à pouvoir emmener les munitions à la carrière. Il rentre quoi, deux camions, 2-3 tonnes Opel ou Mercedes. Devant, je vois une grille, mais il y avait une porte blindée, quelque chose? Non. Non, c'était juste ça? Non, juste la grille. Ok. Non, parce que de toute manière, une porte blindée, elle sert à rien. Puisque après, il y a d'autres portes blindées pour rentrer dans les refuges. Du coup, là, où est-ce qu'on va Je vois qu'on Non, on s'enfonce est un peu sur dans la forêt. Sur un point fortifié, un Panzerwerk. Une position de flak chez nous. Là, on est sur du 37 mm. Il y a 3 encuvements de 37. Il y a 2 petits bunkers abri munitions. Un bunker pour générateur. Un bunker pour projecteur de direction de tir. Un bunker anti-char, que l'on va aller voir après. Et de l'autre côté, on a un bunker infanterie avec une cloche blindée. D'accord. Ça, on ira tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est un encuvement pour 37 mm flak. Voilà.
Donc le canon est rentré par la porte là, et ensuite il est posé sur la plateforme et il a une capacité de... Ah oui, donc il tournait. Ah ouais. Alors, il protège l'entrée du tunnel côté Vauxhallon. Mais comme le 37 mm flak a aussi une capacité anti-char, il peut tirer aussi sur le les champ. Allemands peut être utilisé en anti-char. Le jumelé avec un bunker anti-char avec un canon de 75 mm PAC 43. La coupole au milieu, il était dessus là. C'est la plateforme. La plateforme. Où le canon était posé. Une niche pour mettre les munitions. Donc le canon était là, il puis après. On peut fermer l'entrée pour éviter les pénétrations avec soit des traverses de chemin de fer, soit des poutres en béton. Donc tu as des petits refuges sur les côtés, parce que aussi ce que tu jettes en l'air, à un moment ça retombe. Ah oui, donc vaut mieux laisser. Donc quand tu as des retombées de munitions, vaut mieux s'abriter. Les canons n'ont jamais servi. Alors, je ne sais pas si ici ils ont été installés, mais je sais qu'à la Faux, les canons ont été installés et abandonnés par les Allemands. Ça va très vite, hein, le canon il arrive sur roue, hein. Après on met des rampes, on le pose, on déplie les stabilisateurs, et puis voilà. Et pour manipuler ça, c'est un homme suffit pour manipuler? Non, ils sont une dizaine. 10 pour un canon? Ouais. Oui. Surtout, il faut alimenter en chargeur. Des chargeurs de idées de 5 ou 6 kg. Donc, capacité de stockage à peu près là, d'autonomie. Je sais pas. On devait en mettre, je pense. Ouais. De toute manière, une alerte aérienne, ça dure 2 heures, donc il faut qu'il y ait assez de... C'est pour ça que tu as 2 abris à munitions, il y en a un là-bas et un au-dessus. Donc il y a du stock, quoi. Après, il n'y a plus rien dans les niches, il faut chercher des niches. Ouais. Alors, la nature a repris le dessus, on va passer voilà l'enfumement pour le projecteur. Projecteur 60 mm qui permettait une portée de 10 mm hein, quand même. Pour la lumière? Ouais. Ah oui, pour éclairer. Pour éclairer les avions, voilà, pour pouvoir les... Le projecteur avait... J'ai vu des vidéos d'archives où chopé un avion, après les autres... Ouais. Mètre de... ça devait envoyer en watts. 60 cm de diamètre, mais à mon avis tu regardais pas en face. Bah, je pense que t'es aveugle. Ouais, une portée de 10 km. Ouais, quand même 10 km. Mais la lumière, avec une petite lampe comme la tienne, t'éclaires à 1 km facile. Hein. Donc là, on va passer de l'autre côté et puis on va aller voir le... La première fois que j'ai visité ce bois-là, il n'y avait pas autant de végétation. Voilà, ça a bien poussé. Puis... Ah ouais, ça pousse. Comme les animaux, on va suivre le passage. On galope ici, on vient chercher des caisses et hop, on redescend. Oula, ça glisse. Ouais, ça glisse. Des hommes présents ou personne ici? Non, c'est juste du stockage. Ouais, c'est tout petit, hein. Ouais, c'est juste pour... Ah oui. D'accord, ah oui. Les supports pour les caisses. Comme on dit, les caisses étaient en support pour ne pas toucher à ça par rapport à l'humidité. Mais c'est vrai que c'est tout petit. Alors juste au-dessus, on a une autre Flakstellung dans le bois, là au-dessus. Et là, il y avait des munitions parce que les Américains, au lieu d'évacuer le dépôt de munitions, ils l'ont fait péter. Tu vois, il y a aussi les petits murets contre l'humidité. Par contre, il y a beaucoup de moustiques là. Je crois que j'ai réveillé un nid de moustiques. Je crois que j'ai réveillé un nid de moustiques. Ah ben ça c'est... J'irais bien quelque chose, mais ça va pas être politiquement correct. On pourra couper au montage. Incroyable que ça n'a jamais servi. Non, il n'y en a plus, on vient ici, on prend. Ouais, Et quand il n'y en a plus là, on va... Après on va à l'autre là-bas, puis on appelle la carrière où on était. Allez, on va voir le bunker anti-char. Ouh là là. Faire un tour. Ah oui, il est gros. Ah ouais, ok.
deux ceintures de défense. Donc ça, c'est une le- pour l'armée de terre et une pour la fac. Et ça, c'est le bunker anti-char. Voilà, ça c'est le bunker anti-char. Alors il va falloir qu'on fasse le tour. On va passer par en bas. Par là, non? Enfin, je sais pas. Non, il y a un mur après ça. Ah merde. Voici, mais les caméramans, ça va être un peu craignos. Ouais. Attention, hein. Faites gaffe, hein, quand même. Parce que là, ça descend, ça descend. Hein. Allez, faut y aller. Donc les portes que l'on a vues tout à l'heure dans la carrière, eh bien, elles auraient dû venir ici. Mais du coup, Normalement, voilà, elles devaient être installées ici. Les munitions du canon, ici il y a deux rampes en bois, le canon rentre dessus, et les munitions sont mises en dessous, à plat. Les caisses de munitions sont en dessous à plat. Le tube, le cache-flamme du canon vient s'enfiler en dedans. Donc c'est un modèle 75, pas de 43, donc quand même un beau bébé. un beau bébé qui est capable de percer 15 cm d'acier à 600 mètres. Quoi. Là on va arriver dans la pièce de vie. On va par ici. Ah, et je vois que Il y en a un petit barbecue. ouais, qui se faisait des petits barbecues. Attention, il y a un trou ici. Ouais, ça c'est le vide-cap. Ici tu as un périscope, on peut installer un périscope. Donc il descendait, vous pouvez regarder. Ça on le démonte, Ouais. on sort le bouchon et après on Vous installe un observez périscope. tout. 360. Tu vois, là, tu as 3 lits, 6 lits, hein, 9 lits, 9, 12, 15. Ils sont 15 dans un bunker. 15. C'est même écrit. Bon, je sais pas lire l'allemand, mais. Là, ça veut dire en cas de. Quand le créneau est ouvert, les lumières doivent être éteintes. Pourquoi? Pour pas que de l'extérieur on voie. Ça servirait de. Là, on a une entrée aussi du Ah, bunker. oui. Là, c'est l'emplacement du ventilateur, voilà, avec le support des fils. Ça, c'est une petite réserve. Une petite réserve. Là, ici, il y avait l'emplacement du poêle, donc un poêle à charbon. Vraiment une petite réserve. Hein. Ouais, c'est une belle cabane de chat seulement. Hein. Bah, il n'est pas trop humide. Ça, c'était la prise d'air. Et les sanitaires ici, il y en avait. Oui. Les latrines. Un seau en galva. Et hop. Et puis voilà. La guerre. La guerre, c'est la guerre. Bon, on la bougera pas, celle-là aussi, mais. Non, celle-là, il faut avoir un bon treuil pour la bouger. Hein. Une sortie, enfin une entrée, sortie. Ouais. Avec normalement, il y a une grille, pareil, il y a une grille à l'entrée. Donc il y a eu un peu de fer qui a été. Tu vois, ici, on met le générateur là. Ça, c'est pour mettre le carburant. C'est dans des gros fûts le carburant? Non, non, c'est une jerrycan de Ah, c'est 20 dans le jerrycan. Ouais, une jerrycan de 20 litres. Ah, ok. Et de l'électricité. Avec là, tu avais le tuyau d'échappement qui était ici. Tu montes là? Voilà, et puis après. Bon, ben, on va aller voir la cloche. Et dis-moi, qu'est-ce que tu m'as trouvé de beau là? Je vois qu'on est devant quelque chose qui a l'air intéressant. Ouais, alors là, on est devant une cloche blindée. On est sur un bunker type 99A. Bunker qui a une cloche à 3 créneaux qui protège la pénétration d'un ennemi par la vallée de Vauxhall. D'accord, donc tout ce qui arrivait de la plaine, il le voyait puis il l'allumait. Voilà, c'est ça. Et juste derrière, on a un petit bunker d'infanterie aussi qui est complètement enterré. Créneau de tir. Voilà. Donc à l'intérieur, tu as une mitrailleuse sur rotule, déplacée d'un créneau à l'autre. Ouais, suivant l'angle de tir, Voilà, suivant suivant l'angle de. Il y avait un autre soldat pour justement dire. À l'intérieur, ils des sont. cales. À l'intérieur, ils sont 4 à l'intérieur de la cloche. Tu as le tireur, le chef de cloche, un pourvoyeur et un observateur. Et là, tu vois ces trous-là, ça c'est des périscopes, c'est des épiscopes, donc comme dans les chars. Le mec il regarde, voilà, et à l'intérieur il y a une mire et puis il peut calculer la distance. Une cloche comme ça, c'est 58 tonnes. 58 tonnes, juste la cloche. Juste la cloche. Alors, elle était amenée, déposée près du tunnel par un train, et ensuite elle a été amenée sur des lignes de Covid jumelées. Et après ici, il y avait un énorme portique
de manière à pouvoir la descendre dans le puits et puis la positionner correctement. J'ai l'impression que c'est du bois. Non, c'est du ciment, elle est camouflée en rocher. D'accord. C'est un camouflage imitation pierre. Alors, en camouflage pierre, il y en a deux ici. Il y a celle-ci puis celle de Neuville-sur-Margival. C'est comme ça. C'est bien fait. C'est bien que c'est de l'acier, quoi. Il y a 6 bunkers comme ça sur le site. Il y en a 6. Ça doit être monstrueux. Ah ouais, Ça doit être... La Faux, ils en ont. La Faux, il y en a un. Il y en a un ici. Il y en a 2 à Margival. Ouais. Il y a 6 bunkers comme ça en tout. T'as un bunker en plaine, souvent c'est un 114A avec la cloche au milieu qui sort. Ici, t'as la grille qui ferme le bunker et là t'as un comité d'accueil. Ah oui, déjà un là. Voilà. Donc t'as un comité d'accueil là, t'as un comité d'accueil en face. Le royaume de Moustique. Voilà, porte blindée. Effectivement, il y a beaucoup portes blindées. Ouais, toujours porte blindée. Là ici il manque la sortie de secours. Toujours une sortie de secours. Ouais, téléphone, voilà. Oui, il reste encore un élément de la boîte téléphonique. Là, tu as 2 gros ventilateurs. Alors, c'est pas les mêmes ventilateurs qu'on a vus. La manivelle. Ouais, mais c'est des doubles. Là, tu as 2 manivelles parce que il faut beaucoup de volume d'air. Et ici, on rentre dans la cloche. Ah oui, c'est quelque... Tu vois l'épaisseur de la porte un peu. Ah oui. Là, on a 5 cm. Voilà, là, on est à l'intérieur. Et puis... Tu vois, Ah oui, quand même. Ah oui. Quand même, la cloche, elle commence là. Ouais. Même en dessous, elle descend encore plus bas. Parce qu'il y a des moulons en plus. C'est quand même quelque chose, ouais. On dirait qu'elle est petite de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est quand même... Ah oui, il y a des volumes. Le 4 hommes, il rentre facilement. Ouais. Alors ici, tu as une plateforme, bien sûr. Donc quand il y a besoin, on retire la mitrailleuse, on ferme l'obturateur, on la déplace, on ouvre l'obturateur, on met la mitrailleuse. Et du coup, pareil, ça n'a jamais servi. Jamais. C'était en parfait état en état complet jusque dans les années 80. Les Allemands, ils avaient vraiment envie de laisser leur empreinte ici. Vous voyez, c'est encore un ventilateur. Et qui n'est pas fait pour ventiler le bunker, il est fait pour aspirer les gaz de tir. Oui, oui. Ça, c'est les échappements de tir. Là, on va aller visiter une centrale électrique. Centrale électrique. Ouais. Alors, il y a 3 bunkers comme celui-ci sur le W2 et un plus petit. Là, ici, il y a 3 génératrices. Ça permet d'alimenter quoi? Tout Le tunnel, Oui, et tous les bunkers qui sont là derrière dans le bois, dans une propriété privée. Il y a le gros bunker de Babylone qui on appelle le bunker de Rommel. Parce que Rommel est venu visiter ce secteur-là et le tunnel en janvier 1944. Et il avait même demandé la possibilité d'utiliser un bunker près du château de Mailly à Laon pour y installer son état-major et Hitler a refusé. Si Hitler avait accepté, Rommel serait venu s'installer à Laon et non pas à La Roche-Guyon. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une propriété privée, c'est des gens qui ont racheté ça, qui ont monté une maison de campagne. Tu vois les portes blindées, et bien sur la centrale de Margival, ils ont volé toutes les portes blindées, donc ça, plus là. En une nuit, personne n'a rien vu. En une nuit. En une nuit, personne n'a rien vu. Donc tu vois, tu as à peu près 5 tonnes par porte, ils n'ont rien vu. Et puis encore le carrelage et tout. Ah oui, c'est un peu plus... Ah oui, d'accord. Tu vois, tu as 2 génératrices. Au fond, tu avais les citernes de gasoil avec les câbles électriques et Et en autonomie ici? je sais pas. Plusieurs jours, sûrement plusieurs jours. Lorsque les Américains viennent sur le site, les génératrices sont tous allumées. Parce que le réseau civil avait été coupé, donc les Allemands sont obligés de tourner. Obligés de tourner, c'est en cas de problème. Bon, ils avaient de quoi tenir pendant un moment, je pense. Ouais. Vu la taille. Ouais, il y a plusieurs centaines de litres de carburant. Et voilà, la citerne était entre les deux mains. Un ventilateur pour refroidir. Parce qu'elle devait faire chaud. Ouais.
Et surtout, c'est que les moteurs sont en refroidissement liquide. Des moteurs ADN de fabrication de licence MAN, mais fabriqués par une société à côté de Paris. Moteur de 180 chevaux. Là, on sent bien le moteur du gasoil. Les moteurs ont été récupérés par l'armée pour certains. D'autres, après, ils ont été ferraillés à coup de masse. Et là, si tu ouvres le bouchon ici, eh bien, il est encore alimenté en eau par la source qui est au-dessus. Ah, il se récupère sur la source au-dessus. Ouais. Là, si tu ouvres, il y a de l'eau qui coule. De toute façon, elle n'est pas trop rouillée. Non, ça va. Pour voler les portes en acier en ligne sans que personne ne voit rien. Les voleurs ne sont pas nous, c'est équipé, je pense. Et là, une porte comme ça fait au moins 2-3 tonnes d'acier. Elle fait 5 cm d'épaisseur. Je te remercie pour ton temps qu'on t'a pris et de te libérer pour cette journée, parce que ça a été pour moi une belle découverte. C'est un site qui est complètement oublié de l'histoire. Et malheureusement, les hommes politiques et les autorités ont un mal de chien parce qu'il y a toujours le nom d'Hitler qui plane au-dessus. Donc on fonctionne avec des dons, avec la boutique que l'on a mis en place. On est autofinancé. Sur l'épisode du Ravin du numéro 2, donc je tenais aussi à remercier monsieur le maire de l'AFO et son adjoint qui a donné toutes les autorisations pour justement être ici, le drone, les caméras. Également le groupe Facebook, le CEC 129 Commando qui m'a donné des petites photos d'archives. Et mon équipe qui a travaillé dans l'ombre pour mettre ce projet à flot. Et pour moi, c'était une super aventure. On te remercie encore. Eh ben, moi aussi, je vous remercie. Parce que grâce à vos images, eh bien, le site va être connu encore plus. Et donc, ça va nous ramener encore plus de gens. Et je suis convaincu qu'un jour, je recevrai un colis postal. Dedans, j'aurai des dizaines de photos qui nous seront envoyées par quelqu'un qui a ça dans une armoire, peut-être en Allemagne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des photos et puis ils diront, mais Margival, on connaît. Et là, on recevra des photos. J'espère que ce format vidéo vous a plu. Je vous retrouverai pour d'autres épisodes. Et je trouve qu'il est important quand même de se souvenir de nos sacrifices de nos anciens. Et que l'histoire qui n'est pas écrite dans le livre d'école doit être dit aux plus jeunes pour que ça perture dans le temps et se rappeler des erreurs et ne pas les recommencer. Merci Didier pour ce temps. Mathieu et toute ton équipe d'être venu. Merci à toi.